pièce d'identité ou de papier si on l'a besoin. Bah oui, mais comment Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Monsieur. Voilà, non, c'est vu, ça va bien, oui. Oui. Vous voulez bien vous rapprocher un petit peu. Voilà. Il y a de l'eau ici, ils ont apporté de l'eau. 16 et vendredi 17 juillet 1942. Pendant ces 2 jours noirs de notre histoire, l'angoisse allait se joindre au pire. La peur allait s'ajouter à la chaleur, à la soif, dans une concentration inhumaine, avant un voyage insupportable, qui sera pour la plupart son retour aux confins de l'intolérable, pour des hommes, des femmes et des enfants, parce qu'ils étaient juifs. En ce jour, nous nous souvenons de toutes les victimes de la rafle du Vélodrome d'hiver, et de toutes les rafles perpétrées pendant ces années de terreur et de barbarie où la civilisation avait sombré. Nous témoignerons aussi de notre reconnaissance à celles et ceux qui, au péril de leur vie, ont su incarner le meilleur de l'humanité, les justes, les hommes, des femmes, qui nous ont permis de croire encore aux valeurs de la République. La cérémonie va commencer par la lecture d'un psaume par M. le rabbin senior du centre communautaire de Créteil. Cette lecture sera immédiatement suivie d'une minute de silence. Ensuite auront lieu les dépôts de gerbes. Les dépôts de gerbes seront suivis d'une interprétation musicale, Jesu meine Freunde, de Jean-Sébastien Bach, par Catherine Exoraya, Ludovic Molin, Nicolas Arsenijevic et Vincent Dupuis,
partition pour saxophone, une formation de musicien de la classe de Mme Catherine Exroya du Conservatoire de musique de Créteil. À l'issue de cette interprétation, nous écouterons une allocution de M. Albert Bellara, président du Conseil de la communauté juive de Créteil. Ensuite, M. Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne, prendra la parole pour lire le message de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. Monsieur le rabbin senior, c'est vous. Psaume 10. Pourquoi, Dieu, sembles-tu te tenir au loin et dissimuler ton regard au moment de malheur? Lorsqu'avec arrogance, le méchant poursuit le faible et que les faibles sont pris dans les intrigues que les méchants ont préméditées. Le méchant se loue déjà d'avoir assouvi les passions de son âme et le voleur se félicite d'avoir humilié Dieu. Le méchant, avec la prétention de son caractère, ne te recherche pas. Il pense qu'il n'y a pas de Dieu pour juger toutes ses machinations. Il réussit dans ses voies à tout moment, que les châtiments sont éloignés de lui. Sur tous ses ennemis, il souffle contre eux pour les repousser. Il dit en son cœur, « Je ne tomberai jamais, car le mal ne m'atteindra pas. » Une malédiction emplit sa bouche, ce sont des tromperies et de la violence. Car sous le serment de sa langue, il y a méfait et délit. Il s'installe en embuscade dans les cours, et dans les lieux cachés, il tuera l'innocent. Ses yeux guettent le malheureux. Il épie dans un lieu caché, comme un lion dans son repère, ainsi il fera le guet pour s'emparer du faible. Il se saisira du faible en tirant son filet. Il se fait passer pour malheureux et marcher courbé, afin de faire tomber par sa force les opprimés et les malheureux. Il dit en son cœur, « Dieu m'a oublié, il a caché sa présence et ne voit jamais. Dresse-toi contre lui, Dieu. Dieu puissant, lève ta main sur lui, n'oublie pas les malheureux. Pour quelle raison le méchant maudit-il le Tout-Puissant? Il dit en son cœur que Dieu ne l'amènera pas en jugement. Tu vois tout, toi, Dieu, la peine et la contrariété du pauvre. Tu verras. De récompenser, tu as le pouvoir. Par toi sera aidé le malheureux, l'orphelin, que tu as toujours aidé. Brise le bras et la puissance du méchant, et pour le mal qu'il a fait, tu vengeras sa méchanceté, et il n'existera plus. Dieu est roi pour toujours et à jamais, car les peuples ont été anéantis de sa terre. La volonté des faibles, tu as entendu, Dieu. À la requête de leur cœur, tu prêtes l'oreille pour juger de la récompense de l'orphelin et du malheureux, pour que le méchant cesse d'effrayer les hommes sur la terre. Bravo, se met au garde à vous. Nous allons maintenant observer une minute de silence en hommage aux morts de ces tragédies. Créteil. Gère déposé par M. Abraham Johnson, conseiller général, vice-président au nom de M. Christian Favier, sénateur, président du Conseil général.
J'ai déposé par Nadia Parmi, conseillère régionale, M. Jean Polichon, président du conseil régional de l'eau. J'ai déposé par Madame Esther Benbassa, sénatrice du Val-de-Marne. J'ai déposé par M. Laurent Catala, député du Val-de-Marne, maire de Créteil. J'ai déposé par M. Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne. Nous allons maintenant écouter l'interprétation musicale. L'allocution de M. Albert Elarard, président du conseil de la communauté juive de Créteil.
Nous sommes ici, ce juillet 2013, pour rappeler le souvenir des victimes de la rafle du Veldiv, le 16 juillet 1942, au cours de laquelle 12 884 personnes, dont 4 051 enfants, furent arrêtés. Cette opération, portant le nom de vent printanier, évoquant peut-être un monde nouveau, débarrassé de ces Juifs. 16 juillet 1942, 21 juillet 2013. Cela fait maintenant plus de 70 ans que cet événement a eu lieu. Combien d'entre nous l'ont vécu? Combien d'entre nous ont des souvenirs personnels? Probablement pas grand monde, peut-être même personne. Cette rafle du Veldiv n'est plus un événement vécu, mais un événement historique. On rappelle son souvenir pour ne pas oublier qu'il a eu lieu, mais on ne le ressent plus comme un événement vécu. C'est ce qui se passe quand tous les 11 novembre, on rappelle la fin de la Première Guerre mondiale qui fut une véritable boucherie. On sait que cette guerre a eu lieu, mais on ne peut ressentir ce que ressentaient ceux qui ont fait et vécu cette guerre. Que représentent pour nous ces 12 884 personnes arrêtées? Qui sont-elles? Quel nom portaient-elles? Que faisaient-elles? Quelles étaient leurs préoccupations, leurs projets, leurs rêves? Ce sont 12 884 anonymes. Et pourtant, ils auraient pu être nos parents, nos grands-parents. Essayons de leur donner vie pendant quelques instants. Faisons un cauchemar. Nous ne sommes pas le 21 juillet 2013, mais le 16 juillet 1942. Nous ne sommes pas rassemblés ici pour rappeler la rafle du 16 juillet 1942, mais nous sommes nous-mêmes raflés. Ce matin, à l'aube, la police a frappé à la porte de nos maisons et nous a rassemblés ici, sur cette place. Nous sommes là, à attendre, hébétés, angoissés. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive et encore moins ce qui va nous arriver. Certains disent qu'on va nous interner dans les camps du Loiret, Pithiviers ou Bonne-la-Rolonde, où certains d'entre nous ont déjà des parents internés, et d'autres parlent du camp de Drancy qui a ouvert il y a peu de temps. D'autres parlent qu'on va nous envoyer pour travailler. Mais alors, pourquoi avoir arrêté ces enfants? Des vieillards, des malades. Mais personne d'entre nous ne se doute que c'est le pire du pire qui nous attend. Moi-même, qui vous parle maintenant, sur cette place, je m'attendais plus ou moins à être arrêté. Comme l'ont déjà été beaucoup d'autres jeunes, robustes, pour aller travailler, là-bas en Europe de l'Est, dans les usines fabriquant du matériel de guerre pour l'armée allemande. J'aurais pu aller me cacher, mais vous savez, nous, Juifs, nous sommes des optimistes invétérés. Peut-être que les Allemands m'oublieront. Alors, je peux rester chez moi. Mais je n'ai pas été oublié. C'est la panique quand les policiers viennent me chercher, aussi que ma femme et que mes 2 enfants. Cependant, mon attention est attirée par le fait que sur la liste que lisait l'agent de police, le prénom de ma femme était inexact. J'en fais la remarque, le policier réfléchit un instant et dit à ma femme: « Je vais me renseigner au commissariat. Attendez-moi ici avec les enfants. » Je pars avec l'agent de police en espérant que ma femme a compris que ce policier lui laissait le temps de se sauver avec nos enfants. Sur cette place, il y a déjà beaucoup de monde. Quelques-uns sont des amis, des voisins. Il y en a même certains que je connais de vue. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils soient juifs. Vous voyez, ces 2 garçons assis sur le parapet en train de discuter, ce sont des copains de mon fils. Le plus petit est Maurice Tettelbaum, l'autre est Léon Kirsch.
Ils viennent de terminer leur scolarité à l'école primaire. Léon a eu le premier prix de sa classe. Il est admis en 6e dans un grand lycée parisien. Ses parents le voient déjà avocat ou médecin. Maurice, lui, n'aime pas trop les études. Ses parents pensent le mettre à travailler dans le salon de son père. Il vaut mieux être un bon coiffeur qu'un mauvais médecin. Plus loin là-bas, ce grand monsieur au front dégarni, c'est Simon Grimbaum. Il est ailleurs. Il se fait beaucoup de soucis. C'est la morte saison. Depuis 2 mois, il n'a pratiquement plus de travail. Il n'y a pas assez d'argent qui rentre à la maison et pourtant, il en a besoin pour envoyer sa fille Suzanne pour quelques semaines à la campagne. Suzanne a beaucoup grandi. Avec les restrictions alimentaires, elle ne mange pas à sa faim. Un mois à la campagne, chez des paysans, cela lui permettra d'avoir des forces. Et puis la semaine dernière, une bonne nouvelle de Simon, son ami Mendel, lui a annoncé qu'il allait marier son fils après les fêtes de Tishri, après le jour Yom Kippour, et qu'il allait lui commander des costumes pour lui et pour son fils. Simon a retrouvé le sourire. Sa fille Suzanne partira à la campagne. Plus loin, là-bas, à droite, cette jeune femme assise sous son baluchon, serrant dans ses bras son bébé, c'est Sonia. Elle est assise là, prostrée, hébétée, ne comprenant pas ce qui lui arrive à elle, à son bébé. Déjà en août 1941, son mari, le papa du bébé, avait été convoqué au commissariat de police pour affaire le concernant. Et avec quelques milliers d'autres juifs, il fut envoyé au camp de Pithiviers. Et maintenant, c'est elle qui est arrêtée. Si elle pouvait être envoyée à Pithiviers, elle pourrait peut-être retrouver son mari. Chacun des 12 884 personnes arrêtées était un homme, une femme, un enfant qui porte un nom, un prénom, avec ses problèmes, aussi avec ses rêves. Nous savons, nous maintenant, ce qui est arrivé à ces malheureux. Les adultes seuls envoyés à Drancy, les familles rassemblées au Veldiv, puis de là, les mères avec leurs enfants seront envoyées à Pithiviers ou Bonne-Maroland. Sonia, bien sûr, n'y retrouvera pas son mari. Quelques jours auparavant, ces camps ont été vidés de leurs occupants qui ont été envoyés, eux, à Auschwitz, afin de faire place nette pour les nouveaux arrivants. Dès le 19 juillet 1942, le premier convoi part de Drancy pour Auschwitz. Le 23 août 1942, le dernier convoi transportant les enfants à Auschwitz, l'opération Vent printanier est terminée. De ces 12 884 personnes arrêtées le 16 juillet 1942, seules quelques dizaines reviendront à la fin de la guerre. Léon ne sera ni médecin, ni avocat. Maurice ne sera pas coiffeur. La petite Suzanne ne partira pas à la campagne. Elle prendra bien le train, mais pour aller là d'où on ne revient pas. Jacob, lui, ne fera pas de costume pour Mendel. D'ailleurs, celui-ci n'en a plus besoin, puisque le mariage de son fils n'aura pas lieu. Sonia tient toujours son bébé serré très fort dans ses bras, et c'est ainsi qu'elle sera poussée dans la chambre à gaz. Ces 12 884 arrestations d'hommes, de femmes, d'enfants à la rafle du Veldiv, c'est 12 881 fois un rêve, un espoir qui sont partis en fumée. Et nous, présents ici aujourd'hui, qui sommes-nous? Nous sommes des rescapés, des survivants. Nous sommes les descendants de ceux qui ont échappé au massacre. Posons-nous la question, pourquoi avons-nous survécu? Peut-être par simple chance, peut-être aussi parce qu'il fallait qu'on vive pour continuer l'œuvre commencée par nos ancêtres et que les nazis voulaient empêcher de se réaliser. Soyons conscients de notre responsabilité vis-à-vis de ceux qui ont été massacrés. Soyons dignes de la vie
qui nous a été laissé. Ce récit a été rapporté par le jeune garçon que le policier a laissé s'échapper avec sa mère et sa sœur ce 16 juillet 1942. Son père a été envoyé à Auschwitz le 19 juillet 1942. Sa famille ne saura jamais ni quand ni comment il a été assassiné. Ce jeune garçon est aujourd'hui un christolien parmi la communauté juive du Palais à Créteil. Lecture du message de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants, par M. Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne. Message de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants, pour la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Il y a 20 ans cette année, par décret du 3 février 1993, le président de la République François Mitterrand instituait une journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises par l'autorité de fait appelée gouvernement de l'État français. Depuis, Jacques Chirac en 1995 et le président de la République François Hollande l'an dernier ont solennellement évoqué la responsabilité de la France dans les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des persécutions qui, sur le territoire français, trouvèrent leur plus brutale expression dans la rafle du Vélodrome d'hiver les 16 et 17 juillet 1942. Ces jours-là, 12 000 hommes, femmes, enfants et personnes âgées furent raflés et parqués dans le Veldiv. Des heures d'attente, d'angoisse, dans des conditions effroyables, avec le pressentiment que le pire était à venir. De fait, ce qui les attendait, c'était l'enfer d'Auschwitz. Aujourd'hui, la nation se souvient des 75 000 Juifs de France qui, à partir de 1941 et jusqu'en 1944, furent arrêtés, puis déportés vers les camps de la mort. Une déportation au nom d'une idéologie macabre et destructrice, au nom de la haine de l'autre. Aujourd'hui, la nation se souvient également des autres victimes des persécutions racistes, en particulier des Tziganes. En cette année 2013, souvenons-nous encore des grandes rafles qui suivirent en 1943 celle du Veldiv, dans le sud de la France, à Marseille, à Lyon, à Nice ou à Nîmes. 1943, une année sombre pour la France et pour le monde. C'était il y a 70 ans. Il nous appartient aujourd'hui d'honorer la mémoire des victimes, mais aussi de rendre hommage à ceux qui permirent par leur action de sauver de nombreux Juifs en France. Ces Justes furent aussi la France, celle des valeurs de la République. Combien furent-ils ceux qui, dans l'ombre, apportèrent ainsi un soutien souvent vital aux persécutés, sauvant notamment de nombreux enfants. Plus de 3500 sont aujourd'hui recensés par le mémorial de Yad Vashem. Mais nous voulons croire qu'il y en eut davantage, anonymes. Aujourd'hui, c'est la nation rassemblée qui s'incline, avec respect devant les victimes et avec reconnaissance devant ceux qui s'opposèrent à la barbarie et qui sont l'honneur de la France.
il nous invite tous à regarder notre passé avec lucidité. L'an dernier, dans son allocution prononcée à l'occasion du 70e anniversaire de la rafle du Veldiv, le président de la République, François Hollande, a réaffirmé l'engagement de l'État, au nom de la France, à protéger l'ensemble de ses habitants et à enseigner plus largement encore l'histoire de la Shoah. Il n'y aura pas pour la République de mémoire perdue, a-t-il dit. Et à lutter sans relâche contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre l'exclusion. C'est la condition de notre unité. Drapeau repos. La cérémonie est maintenant terminée. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux pour participer.